Vous êtes en train d'écouter À voter, le premier podcast politique sans compromis. Je m'appelle Vincent, j'ai 17 ans et j'ai comme objectif de devenir député. Alors jusqu'à ce jour, j'ai des discussions avec des créateurs, des politiciens pour comprendre leur succès, leurs opinions et leurs conseils pour réussir. Vous êtes en train d'écouter À voter, le premier podcast politique qui va vous lancer dans des projets fous. Cette semaine, on accueille Michaël Legal, député toulousain de La République En Marche, élu à 26 ans. Il est notamment vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Dans cet épisode, on va parler de comment passer de militant à député, de la démocratie représentative et des dernières lois polémiques, celle des retraites et la dénommée loi Avia. Vous pouvez retrouver en description le code temporel des questions. Bonne écoute. Je vais commencer, je pense, avec une question qui est un peu simple, mais qui est assez importante. C'est quel est votre souvenir le plus émouvant en tant que député ? C'est dur comme question parce qu'il y a beaucoup de moments importants. Peut-être un des moments marquants, c'est la première fois qu'on rentre dans l'hémicycle et qu'on s'assoit dans l'hémicycle et qu'on siège comme député, parce que moi, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. J'ai commencé à m'engager en politique à l'âge de 15 ans, mais j'avais pas prévu d'être député avant. J'y ai pensé début 2017 et je me suis porté candidat. Mais donc, je dirais que le moment le plus émouvant, ça a été ça. Ça a été de se dire, je fais partie des 577 députés, des représentants de la nation. Et donc, il y a 5 ans qui m'attendent, 5 ans de travail et de responsabilités importantes. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui vous amène à être député si tôt ? Parce que c'est quand même, déjà moins de 30 ans, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 1,7% de l'Assemblée. Donc, vous êtes les députés de moins de 30 ans, vous êtes en forte minorité. Et c'est beaucoup de responsabilités, peut-être des responsabilités que la plupart des gens ne s'attendent pas que quelqu'un de si jeune les prenne. Ouais, c'est vrai. En fait, comme je te disais, donc j'ai commencé à m'engager en politique à l'âge de 15 ans. D'abord au Parti socialiste et au mouvement des jeunes socialistes. En fait, la personnalité politique qui a fait que je me suis engagé en politique, c'était Dominique Strauss-Kahn. Je me retrouvais dans ses idées, je me retrouvais dans sa façon de faire et aussi dans sa maîtrise des dossiers. Je trouvais que c'était quelqu'un d'intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la politique. Et j'ai commencé à militer, j'ai participé à beaucoup de campagnes, d'autres personnes. Et puis les choses se sont accélérées en 2015. J'ai 4 amis qui ont créé, dont 2 sont députés aujourd'hui, et je les salue, Sacha Ollier et Pierre Persson, qui ont créé les Jeunes avec Macron. Et rapidement, je les ai rejoints pour prendre en charge la communication du mouvement Les Jeunes avec Macron. Et ensuite, c'est Emmanuel Macron qui m'a proposé d'être référent départemental d'En Marche en Haute-Garonne, puisque moi je suis élu à Toulouse et je viens de Toulouse. Et donc je me suis occupé pendant la campagne des présidentielles et des législatives du mouvement En Marche à Toulouse. Et en fait, au départ, quand Emmanuel Macron m'a proposé cette mission, j'avais pas du tout en tête de travailler dans le privé, j'avais pas du tout en tête de devenir député, mais c'est en étant aussi responsable de ce mouvement au niveau local, en participant à cette campagne depuis 2015, du coup, avec mes amis des Jeunes avec Macron, on a été pleinement mobilisés. Et je me suis dit, pourquoi, ça fait plus de 10 ans, à ce moment-là, ça faisait plus de 10 ans que je militais, et je me suis dit, pourquoi pas passer du militantisme à l'action en tant qu'élu. Voilà. Je défends des idées depuis plus de 10 ans. Est-ce que ce serait pas le moment de les porter et j'allais dire de les concrétiser par un mandat. Et donc par ailleurs, j'avais été assistant parlementaire d'un député en 2012 et 2013. Et donc je connaissais bien l'environnement de l'Assemblée nationale, je connaissais bien le fonctionnement. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je me suis lancé. J'ai d'abord été choisi parmi d'autres personnes pour être candidat de La République En Marche. Puis j'ai été élu en juin 2017. Comment on se construit un réseau et on se fait des contacts pour passer de militant à député ? Beaucoup de personnes que je connais sont militants, mais ils n'arrivent pas à faire justement ce saut entre militantisme et député. Tu as raison, c'est juste. Après, ça va peut-être surprendre, mais certes, j'ai été un des plus jeunes députés à 26 ans. Mais du coup, comme je t'ai dit, j'avais pendant plus de 10 ans, j'avais fait des campagnes, milité, tracté pour d'autres personnes, collé des affiches, participé à des réunions, évolué et progressé aussi, parce que c'est ce qui est bien aussi dans un mouvement politique, c'est que tu rencontres des personnes issues d'univers différents et puis tu apprends à structurer ta pensée. Il y a du travail de fond qui est fait dans les partis politiques. Faut pas que les gens pensent que c'est simplement distribuer des tracts ou coller des affiches. Ça fait partie d'une campagne et c'est des bons moments, c'est des moments vraiment sympas à vivre. Mais ce n'est pas que ça. Ça fait partie des choses qui m'ont permis à un moment donné de pouvoir prétendre à être candidat et puis élu. Donc ça s'est quand même fait dans le temps. C'est pas du jour au lendemain. Je veux devenir député.
voilà. Et d'ailleurs, je dirais même que il faut pas considérer que député c'est un métier. Moi, je me suis jamais dit je veux être absolument député. Moi, j'avais un métier. Bon, ma formation à la base c'est la communication. Je suis diplômé en communication. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce secteur. Jusqu'à début 2017, j'étais dans ce secteur. Et donc, le mandat de député, c'est une parenthèse de 5 ans, 10 ans. Ça dépend combien de mandats on fait. Moi, je souhaite qu'il soit limité dans le temps. Je sais pas. Aujourd'hui, on est début 2020. Je sais pas si je ferai un deuxième mandat. Je le déciderai en temps voulu, très certainement en 2022. Mais voilà, c'est pas un métier. Et à mon sens, il y a trop de politiques qui se sont enfermés dans cette fonction comme si c'était un métier. Et du coup, je connais beaucoup de gens qui malheureusement ont perdu aux dernières élections, et ont mal vécu leur défaite parce qu'ils n'avaient pas anticipé la suite ou parce qu'ils ne se voyaient pas faire autre chose. Moi, si j'étais pas député, comme j'ai dit, j'avais un métier avant, je retrouverais peut-être ce métier après. Puis j'ai plein de projets. Enfin voilà, donc il faut pas considérer que il n'y a que ça et que c'est un métier. Et ça, je le dis pour tous les jeunes qui nous regardent et qui ont envie de faire la politique. C'est noble. C'est même, j'allais dire, moi, le début de mon engagement, ça a été d'inciter les jeunes autour de moi. Quand j'étais au lycée et que je voyais que personne ne s'intéressait à ce qui se passait, ça m'inquiétait un peu. Et je me suis dit, mais je me disais, je préfère que les jeunes ne soient pas d'accord avec moi, mais défendent leurs propres idées, plutôt que simplement de ne pas s'en préoccuper et laisser les autres décider pour eux. Voilà. Mais est-ce que quand on est jeune, c'est pas peut-être un peu limitant de s'engager directement quand on est jeune, puisqu'on n'a pas le temps d'explorer toutes les autres idéologies, et c'est pas se renfermer un peu? Je pense pas que d'abord on est tenu à rien hein. Dans la vie, on est libre de rester dans un mouvement politique quand on s'est engagé même jeune. Moi, avant de m'engager au mouvement des jeunes socialistes et au Parti socialiste, pourquoi j'ai fait cette démarche-là? Parce que c'était réfléchi, parce que je m'identifiais aux idées, je m'identifiais aussi aux personnes, et je me retrouvais dans ce que les personnalités politiques à l'époque disaient, présentaient comme projet. Voilà, donc après, on a le droit de changer d'avis. Moi, je reproche pas à des gens qui ont été d'abord dans un parti, puis au courant de leur vie ont changé de parti. Bon, si les gens évoluent et que les idées qu'ils défendaient au départ ne sont pas celles qu'ils défendent aujourd'hui, bon bah c'est normal qu'ils se mettent en cohérence par rapport à ça. On a le droit, en particulier quand on est jeune, ça vaut pour la politique et ça vaut pour tout le reste, de tester, d'aller voir dans un parti, d'aller voir dans un autre. Voilà, il faut pas se mettre de barrière non plus. Quand on pense aux députés, on voit souvent les idées, donc les partis, les idées qu'ils représentent. Mais je pense qu'il y a une certaine part de stratégie derrière. Il faut parvenir à se faire élire et faire certains compromis parfois. Est-ce que déjà au cours de votre mandat, vous avez dû lâcher prise sur une position qui vous tenait à cœur ou faire certains compromis, par exemple avec votre parti, La République En Marche? Alors, je fais partie des quelques personnes qui étaient là tout début d'En Marche et même avant, puisque j'évoquais les Jeunes avec Macron. Les Jeunes avec Macron, c'est un collectif de jeunes en soutien à l'époque au ministre de l'Économie qui s'est créé un an avant En Marche. Je suis vraiment pleinement en ligne avec Emmanuel Macron, avec le projet qu'on a construit ensemble, puisque ça s'est fait avec les militants. Et donc, tous les textes que j'ai votés à l'Assemblée, je les ai votés par conviction, et pas simplement parce que j'avais été élu sous l'étiquette La République En Marche. Maintenant, la politique, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On a commencé avec un peu plus de 300 députés à l'Assemblée, et donc forcément, il y a des sensibilités différentes. C'est pas parce qu'on a tous soutenu Emmanuel Macron et qu'on a tous participé au projet à cette campagne et qu'on s'est fait élire sous l'étiquette La République En Marche qu'on pense tous la même chose sur les différents sujets qu'on a à traiter. Et ça vaut encore plus pour les sujets qui n'ont pas fait l'objet d'engagement particulier de la part des candidats pendant la campagne électorale au présidentiel. Donc moi j'ai pas été vraiment, je le dis très très honnêtement, très sincèrement, j'ai pas été dans une situation où j'ai dû voter des choses dans lesquelles je croyais pas. Aussi, j'aimerais revenir, vous êtes le vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et du coup, enfin là, vous avez été élu par les députés de l'Assemblée. Et justement, étant donné que vous êtes une énorme minorité de moins de 30 ans, et ce sera la dernière question par rapport à l'âge, comment vous avez convaincu des personnes peut-être qui étaient plus âgées et qui avaient peut-être d'autres expériences de vous élire, et comment ça s'est passé justement? Alors c'est ça, donc c'est une élection, j'allais dire interne, et en fait, alors
il y a plusieurs personnes qui candidatent. Moi, ce que j'ai fait valoir, c'est que, certes, j'ai été élu à 26 ans, mais comme je disais tout à l'heure, je connaissais très bien l'environnement de l'Assemblée nationale. Et le travail parlementaire, pour moi, c'était pas une découverte. J'avais, pendant plusieurs années, travaillé dans ce milieu. Donc, pour moi, c'est assez naturel. Je découvrais ni les lieux, ni les règles, ni la façon dont on vote une loi, ni la complexité et la dureté parfois de la politique. Donc ça, je pense que ça a été un atout et une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi. Concernant plus particulièrement les sujets de la Commission des affaires économiques, en fait, le député pour qui j'avais travaillé en 2012 et 2013, il siégeait aussi dans cette commission, donc je connaissais aussi bien cette commission. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans pour payer mes études, et donc j'avais aussi quand même une petite expérience professionnelle avant de devenir député. Donc j'allais dire, c'est tout ça qui a fait que j'ai été choisi parmi d'autres. J'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, été référent de la République en marche. Donc à la fois sur l'aspect, sur le fond, sur les sujets économiques, sur les sujets politiques et l'appartenance à la République en marche, et sur la connaissance du fonctionnement d'une commission et de l'Assemblée nationale, je pense que tout ça ont été des critères qui ont fait que j'ai été choisi. Et je pense qu'il y a une question importante, étant donné de l'actualité. Les députés représentent le peuple. Pourtant, il arrive que le peuple soit pas d'accord avec un certain nombre de mesures. Par exemple, là, je pense à la loi Avia qui a été votée récemment, qui était assez impopulaire, ou les réformes des retraites. Comment justifier le fait que même si le peuple, les citoyens français parfois ne sont pas d'accord, on continue à voter ces réformes qui sont impopulaires? Alors, c'est une bonne question. J'allais dire, moi, j'ai une question dans ta question. C'est-à-dire que on dit les citoyens pensent que, le peuple pense que. À mon sens, le seul moment dans notre pays et dans l'histoire, en fait, où on peut dire le peuple pense ça, c'est quand on se tourne vers lui pour lui permettre de choisir et de dire ce qu'il pense directement par les élections. Et ces élections, elles ont lieu en France assez régulièrement, que ce soit les élections présidentielles tous les 5 ans. Je rappelle pour les plus jeunes, mais on est passé d'un septennat à un quinquennat sous Jacques Chirac. Avant, c'était des mandats de 7 ans, mais les sénateurs sont élus pour 6 ans, les mairies sont élues pour 6 ans, on a les conseils départementaux, les conseils régionaux, les élections européennes avec les députés européens. Bref, les Français ont beaucoup de possibilités chaque année, il y a quasiment une élection chaque année, de s'exprimer et de dire leur opinion, de partager leur opinion et ce vers quoi ils veulent aller. C'est-à-dire que on est dans une démocratie représentative, on élit des personnes pour qu'elles nous représentent et on leur délègue le pouvoir de fabriquer la loi, de contrôler l'action du gouvernement. J'y tiens beaucoup parce que pour moi, c'est cette base-là qui est hyper importante et sur laquelle parfois cette base elle est attaquée, mais qui pour moi vraiment mérite d'être défendue. Je rappelle juste que si on regarde à l'échelle de la planète, tous les citoyens n'ont pas la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de déplacement. C'est des choses qu'on a en France, c'est vrai dans d'autres pays aussi, mais n'oublions pas que tout le monde ne vit pas libre et égaux et que c'est une règle qui est un des fondements de notre République et de notre démocratie en France. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Donc la difficulté, quand on dit les Français pensent que, il y a des sondages qui sont faits, mais les sondages, est-ce qu'ils disent la réalité d'une pensée qui est plus complexe que simplement êtes-vous d'accord avec ça? Oui, non. Ou oui, beaucoup. Non, pas du tout. Je pense que la politique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu t'y intéresses et tu poses des questions précises, donc tu connais le sujet et je pense que l'ensemble des personnes qui s'y intéressent comprendront que c'est plus compliqué que ça. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que les politiques fassent ce pourquoi ils se sont engagés. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord et ça ne veut pas dire que parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017, les citoyens n'ont pas le droit de faire part de leur désaccord jusqu'en 2022. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut reconnaître que Emmanuel Macron a été élu à la majorité des voix qui se sont exprimées. Et donc, à partir de là, c'est son programme qu'on applique. Et moi, je suis plutôt heureux aujourd'hui de faire partie des députés qui mettent en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Parce que ce que j'ai reproché, avant de m'engager en politique, ce que je reprochais, moi, aux précédents, c'était qu'ils ne faisaient pas ce pourquoi ils avaient été élus. Ben là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de faire ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Après, il y a évidemment le sujet des propositions qui n'ont pas fait l'objet d'engagement dans la campagne, mais qui sont travaillées au fur et à mesure. Et donc là, c'est encore plus important d'associer les citoyens. Mais cette concertation, aujourd'hui, ça fait partie de la méthode de la République en marche. Il n'y a pas un projet de loi qui ne se fasse pas en discussion avec les citoyens et avec toutes les personnes concernées. Moi, j'ai travaillé sur le logement.
en permanence, je suis en contact avec les acteurs du logement, avec les citoyens, avec les élus pour justement affiner mes propositions et faire en sorte que ce soit qu'on reste en lien, j'allais dire, avec ce pour quoi on a été élu et nos convictions. La politique, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord, mais ce qui fait qu'on tranche dans un sens plutôt que dans un autre, c'est l'élection. Voilà. On vote tous les 5 ans, c'est vrai. Et ça représente qu'une opinion momentanée. Et en plus, il y a des énormes taux d'abstention. Donc finalement, c'est pas tous les citoyens qui votent. Est-ce que ce taux d'abstention ne reflète pas justement le fait que les Français ne soient pas représentés avec les candidats proposés? Et ce mécontentement, il a été manifesté par exemple lors des manifestations des Gilets jaunes ou des manifestations contre la réforme des retraites. Écoute, ce que tu dis est très juste. D'abord, le sujet de l'abstention, c'est pas un sujet nouveau dans notre pays. Et en fonction des élections, on a une abstention plus ou moins forte. Elle est forte notamment pour les élections législatives. La participation aux élections législatives, elle est autour de 50% des personnes inscrites sur les listes. C'est-à-dire que tout le monde en plus n'est pas inscrit sur les listes. Donc j'ai bien conscience que certains Français font le choix, et c'est ça aussi le sujet, c'est que certains Français font le choix de ne pas se déplacer. Pas simplement de dire je ne suis pas d'accord en votant blanc, en votant nul, mais je ne fais pas le déplacement pour aller voter et ce droit de vote qui est aussi à mon sens un devoir n'est pas exercé par l'ensemble des Français. Donc ça, je l'ai toujours regretté et pour moi, une des meilleures façons de lutter contre l'abstention est de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour dire aux gens vous devez voter pour telle ou telle personne. Moi, ce que je dis, c'est que j'essaie de convaincre les gens que mes idées sont, j'allais dire, les meilleures et celles qu'on doit mettre en œuvre pour l'ensemble du pays. Après, donc ce sujet de l'abstention, à partir du moment où on fait comme moi ce travail d'aller voir les gens et de les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, et c'est chacun aussi responsable. À partir du moment où on a 18 ans, on a le droit de vote. Je crois qu'il y a une offre politique assez large aujourd'hui et moi je ne veux pas rentrer dans l'idée que parfois certains politiques et notamment dans les extrêmes veulent donner l'image des politiques tous pourris en disant nous on va faire mieux, et les autres non. Donc je veux pas rentrer dans ces caricatures-là. À mon sens, il faut que chacun s'engage. Moi, je me suis engagé et j'allais dire, tous ceux qui ne sont pas satisfaits des politiques, je leur dis une chose, engagez-vous. Engagez-vous, mais dans le respect des règles. C'est-à-dire que les règles, c'est quoi? C'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est pas par la violence, surtout quand on a la possibilité de s'exprimer librement, quand on a le droit de vote, c'est pas par la violence qu'on impose ses idées. Tu évoquais le mouvement des Gilets jaunes. Il a été très présent et on a beaucoup parlé de ce mouvement à Toulouse. Pour moi, il y avait un vrai message d'un mal-être d'une partie de la société au début, en novembre 2018, avec de vraies difficultés, et notamment ça faisait suite à la hausse de la taxe carbone qui venait augmenter le prix du carburant. On a entendu les difficultés, les personnes qui ont commencé à se mobiliser nous ont fait part. Un mois après, on a voté une loi d'urgence économique et sociale avec un budget de 10 milliards d'euros débloqués pour notamment permettre à ceux qui touchaient la prime d'activité de l'augmenter, à ceux qui ne la touchaient pas. On a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui touchent la prime d'activité grâce aux mesures qu'on a votées dans cette loi. C'est un détail, mais c'est une mesure très concrète par rapport à une détresse d'une partie de la population qu'on a entendue. Par contre, toutes les violences qui ont suivi, pour moi, elles sont injustifiables, elles sont inqualifiables. On les voit encore samedi dernier à Toulouse. Il y a encore eu des violences et on est obligé de mobiliser des forces de police et de gendarmerie pour justement éviter tous les débordements ou contrôler cette violence. Donc voilà, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les Français pensent que les gilets jaunes, derrière les gilets jaunes à Toulouse, ils étaient quelques centaines. C'est pas toute la population. Et c'est pas parce que dans les médias on a peut-être la focale sur ces contestations que ça représente la majorité de la population. Moi, j'entends beaucoup de personnes ne s'expriment pas dans les médias, qui ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, mais qui me disent nous on a voté Emmanuel Macron, on est très heureux, on vous soutient et surtout ne lâchez rien. Et ils sont plus nombreux que les gilets jaunes qui sont dans la rue. Au lieu de faire des suppositions et dire le peuple pense que ça serait pas de consulter justement les citoyens plus régulièrement. Il y a le RIC qui a été proposé notamment par les Gilets jaunes et c'est pas la seule proposition, il y en a d'autres. Et justement, comment réconcilier les citoyens avec nos institutions pour éviter ce genre de débordement et de manifestations. Tu as raison, c'est important et moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comment on redonne confiance aux Français dans leurs représentants? D'abord, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. C'est-à-dire les politiques, à mon sens, doivent rendre leur travail plus accessible. C'est ce que moi j'essaie de faire par exemple très concrètement en étant présent sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Twitter et sur Instagram.
et notamment sur Instagram, j'essaie de montrer ce qu'est la vie d'un député, parce que parfois on peut se faire de fausses idées, et donc moi j'ai envie de montrer un peu mon quotidien. Je partage un peu tout ça pour déjà que chacun puisse se dire, le député, voilà un peu le rythme de sa journée, de sa semaine, voilà les sujets sur lesquels il travaille. On se rend compte que du coup, c'est sur le temps long, et ça c'est hyper important en fait. Tout à l'heure, je disais que la politique c'était complexe, pas simplement pour dire aux gens, ne vous en préoccupez pas, on va décider pour vous. C'est pas du tout ça le message. Le message, c'est que ça se construit pas en un claquement de doigts. Les résultats, tout le monde peut dire le chômage est trop élevé, ou tout le monde peut dire il y a encore de l'insécurité dans nos rues. Ça peut être des constats qu'on peut partager. Maintenant, c'est comment on change les choses et comment on arrive à avoir des résultats. Ces résultats-là, ils prennent pas une journée à arriver. C'est très long, et la politique c'est très long, et parfois, et de plus en plus, j'allais dire, parce qu'on est dans une société où le temps, on est dans l'immédiateté en permanence, avec l'information en continu, avec les réseaux sociaux. On attend que les choses arrivent tout de suite. La politique, malheureusement, le temps, il est plus long. Le temps politique, le temps médiatique, c'est pas du tout la même chose. Et donc, comment on fait en sorte, une fois qu'on a fait ce constat, d'associer les citoyens? D'abord, je pense encore une fois que rien ne doit remplacer l'élection. C'est l'élection, ce moment important qui doit fixer le cap, et c'est important que ce soit tous les 5 ans, tous les 6 ans. Maintenant, il faut qu'à chaque fois qu'on discute d'un projet de loi, ce soit fait, et c'est fait d'ailleurs. C'est comme ça notre méthode de travail à La République En Marche, c'est ça. C'est faire en sorte que l'ensemble des corps intermédiaires, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des élus, toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par les sujets qu'on vote, puissent être associées. Et après, c'est pas parce qu'une personne va se prononcer en disant « je suis opposé à cette loi » que la loi ne doit pas être votée. C'est aussi, je le disais tout à l'heure, on est dans une démocratie représentative. Ça veut dire que oui, le peuple accepte de déléguer une partie de son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, de fabriquer la loi et de faire les règles pour l'ensemble de la société. C'est une partie des personnes qui, in fine, vont voter. Mais ça ne veut pas dire qu'on a voté sans écouter les citoyens. Après, moi, je suis pas du tout favorable au RIC parce que, et je vais prendre cet exemple même, entre 2 élections, par exemple, pendant 5 ans, si on se dit que tous les mois, on soumet une question à la population et que la décision sera directement orientée par le résultat de ce vote. Ça veut dire que, au lieu d'avoir justement cette réflexion sur 5 ans et ce temps long dont on a besoin, le temps de la politique, je rappelle qu'une loi pour être votée, sauf là pour le Covid où ça a été fait en urgence, mais on a fait que ça et où ça a pris quelques jours voire quelques semaines, les lois elles mettent plusieurs mois voire plusieurs années à être votées parce que justement on veut consulter. Et c'est ça aussi le paradoxe, c'est-à-dire que parfois on nous reproche de pas assez consulter et d'aller trop vite, et après on nous reproche de ne pas aller assez vite, mais dans ces cas-là c'est aussi parce qu'on a beaucoup consulté. Donc il y a aussi, je pense, un effort à faire des citoyens de se dire, ok, donc là je demande ça aux politiques, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai bien tous les éléments en main pour juger de la situation? Sur le RIC, et j'y reviens là-dessus, pour moi, c'est important d'avoir plutôt ce temps des élections et pas de demander à intervalles réguliers de trancher par voie de référendum, par exemple, parce que si on prenait les sujets sécuritaires, par exemple, si on demandait aux gens de se positionner, de voter pour, contre des mesures relatives à la sécurité. Il suffit que on soit dans une période où vient d'advenir un attentat, par exemple, pour que la population, mais de manière naturelle et légitime, soit dans une position où elle a plus peur qu'avant, où elle se méfie beaucoup plus qu'avant, où certains politiques profitent de la situation pour stigmatiser telle ou telle partie de la population. Et donc, à ce moment-là, on va demander aux Français de voter, de prendre une mesure qui va s'appliquer pour le reste du temps, pour la suite, pour l'avenir, sur la base de quelque chose qui sera survenu à un instant T avec des effets et un recul qu'on n'a pas du tout. Je pense notamment au combat contre la peine de mort en France, qui a été obtenu de longues luttes, notamment par Monsieur Badinter, qui était à l'époque ministre de la Justice, garde des Sceaux. Si aujourd'hui on disait, et encore plus quand, je sais pas si par exemple on entend à la télé, dans les dernières informations, un attentat, un acte de pédophilie, un crime, des violences faites aux femmes, des femmes qui sont tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Évidemment que on va vouloir être beaucoup plus dur parce qu'on sera personnellement touché par ces actes. Pour autant, la loi, elle ne doit pas se fabriquer dans l'émotion, elle doit se fabriquer dans la raison. Et la raison, c'est aussi le temps long. Si on prend des décisions, mais ça vaut pour tout un chacun et ça vaut pour nos vies personnelles. Quand vous prenez des décisions sans réfléchir, en général, c'est pas des bonnes décisions que vous prenez. Donc, ce principe-là, il faut l'appliquer, à mon sens, à l'échelle du pays et se dire que oui, s'il y a des sujets de débat, et il y en a,
Il y en a plein. Il faut ouvrir ces débats et il faut permettre à la population de s'exprimer. Mais attention, au revers de la médaille, si on estime que la solution, c'est le référendum pour tous les sujets. Moi, je pense qu'on pourrait imaginer un référendum sur certains sujets, mais pas forcément sur tous. Non pas que je ne reconnaisse pas le résultat de ce référendum, mais comme je l'ai dit, sur les sujets qui touchent à l'intime, qui touchent vraiment à ce qu'on a de plus cher et qui touchent à l'affect, plus ça touche à l'affect, plus à mon sens, c'est dangereux de réagir dans l'immédiateté. Et donc, le référendum d'initiative citoyenne, j'y suis pas non plus favorable, parce que je trouve aussi que ça affaiblirait cette démocratie représentative en laquelle moi je crois et en laquelle je défends. Et je dis ça, je serai pas député toute ma vie. Un jour, je revoterai pour que d'autres gens me représentent. Et moi, c'est un système qui me convient. Il y a le sujet de la proportionnelle, par exemple. Mais aujourd'hui, je trouve quand même qu'on a une assemblée qui est représentative de la population. Alors, certains diront que le Rassemblement national a fait des scores importants aux élections présidentielles et que aux législatives, il dispose de moins de 10 députés. Et là, dans ces cas-là, j'ai envie de dire que oui, peut-être une partie du vote à la proportionnelle serait bienvenue pour faire en sorte que ce soit encore plus représentatif de la population au moment où elle est appelée à voter. Mais voilà, tu l'as compris, moi, le référendum pour n'importe quel sujet, en particulier les sujets les plus sensibles, j'y suis pas favorable. Voilà. Par contre, après, et là je fais une parenthèse, mais là on est en train de vivre une crise où on est tous, tu vois, moi je suis chez moi, je suis en télétravail. Peut-être qu'on pourrait imaginer des plateformes où les gens puissent s'exprimer, soumettre des idées par voie numérique et participer encore plus au débat public. Ça, je pense que ça peut être utile. Mais encore une fois, quand on élit le président de la République, qui choisit un gouvernement, quand on élit l'Assemblée nationale et le Sénat par voie indirecte, le conseil départemental, le conseil régional, c'est accepter de déléguer la prise de décision sur quelques années et sur des choses qui après nous impliquent tous. C'est pour ça, et j'en reviens à la question initiale et au sujet de l'abstention, c'est pour ça que depuis que moi je me suis engagé depuis l'âge de 15 ans, je dis à tout le monde, engagez-vous et ne laissez personne décider pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait, votez et dites que vous n'êtes pas d'accord. Après, c'est la règle de la majorité, et pour moi, on n'a pas fait mieux que ça jusqu'à présent, la règle du 50+1. Vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être que la majorité, elle sera d'accord. Et donc, vous serez plusieurs personnes à ne pas être d'accord. Pour autant, c'est la majorité et la voix de la majorité qui l'emporte. Et ça, c'est ce système qui permet de délibérer. Ça permet de délibérer dans une classe. Quand on fait une élection de délégués, peut-être un premier passage avant de devenir député. Moi, j'ai été délégué de classe. Là, c'est pareil. On vote à la majorité. C'est celui qui obtient la majorité des voix qui est élu. Pour moi, il faut vraiment rester sur ce modèle-là et le défendre. Et ça ne veut pas dire écarter les citoyens, bien au contraire. Et je crois aujourd'hui, depuis 3 ans qu'on est élu, que la concertation, ça a vraiment fait partie des sujets et des méthodes qu'on a mises en place, que ce soit sur les sujets de santé, sur les sujets de logement, sur les sujets d'environnement. On essaie de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Voilà. Et je voudrais revenir sur quelques points de votre réponse. En rapport avec l'actualité, ce que vous avez dit, qu'une loi, ça prend du temps. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourtant, dans les lois les plus importantes, comme la réforme des retraites, on a fait passer le 49.3, donc pour la faire passer très rapidement, ou aussi, par exemple, la loi Avia, elle est passée en procédure rapide, je crois. Et du coup, c'est des lois qui nécessiteraient beaucoup plus de dialogue, parce que moi, je suis pas non plus favorable entièrement sur le RIC. Un compromis serait, par exemple, de décaler les élections législatives et présidentielles de 2 ans, comme avant avec le septennat, il y avait de la cohabitation, et ça permettait aussi d'avoir une élection de mi-mandat, ce qui pourrait permettre aux Français de savoir s'ils sont d'accord avec la politique menée sur le moment. Alors, plusieurs sujets. Alors, il y a un sujet sur lequel je vais pas être d'accord avec toi, c'est notamment le sujet des retraites. Le sujet des retraites, c'est pas parce que le Premier ministre a utilisé le 49.3 que le débat n'a pas eu lieu, bien au contraire. D'abord, le débat, il a eu lieu parce que, avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale, il a fait l'objet d'une concertation pendant 18 mois. À l'époque, c'était Jean-Paul Delevoye qui était en charge au commissaire aux retraites. D'abord, à l'extérieur du gouvernement, il a mené une concertation, puis il a continué cette concertation avec d'autres ministres, la ministre du Travail et d'autres ministres, sur le sujet des retraites. Donc, on a eu une concertation pendant 2 ans. C'est peut-être même du jamais vu sur une loi. Alors, c'est une loi d'ampleur qui, évidemment, concerne tous les Français, donc c'est normal, mais il y a eu une très large concertation qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Ensuite, le 49.3 à l'Assemblée, pour rappel, c'est en fait, on fait passer un texte sans vote pour qu'il soit transmis à l'autre Assemblée. Donc là, on a commencé l'examen du projet de loi des retraites à l'Assemblée nationale et ensuite, ça devait partir au Sénat.
Bon, quand on utilise le 49.3, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Le débat pendant la réforme des retraites, et j'invite tout le monde à regarder et à revoir les débats, puisque moi j'y ai participé, le débat il a eu lieu pendant plusieurs jours sur justement l'ensemble du texte. On a eu une opposition, et notamment l'extrême gauche, qui a voulu, ralentir le débat et nous empêcher de pouvoir voter la réforme des retraites dans des délais respectables. Les délais respectables, c'est plusieurs semaines. Il faut savoir que on a beaucoup focalisé sur le sujet des retraites, mais pendant qu'on examinait la loi retraite, pendant ce temps-là, on travaille sur d'autres lois. Il faut savoir qu'à l'Assemblée et au Sénat, on n'examine pas une seule loi en même temps. Les commissions, la séance travaillent sur plusieurs lois, et heureusement d'ailleurs, sinon, on aurait quoi? On aurait 5 lois qui seraient promulguées dans chaque mandat, alors que les sujets ils sont bien plus importants en nombre et qu'ils nécessitent d'avoir ce travail simultané. Donc, quand je dis que j'étais pas d'accord avec toi, c'est que les retraites, 2 ans de concertation d'abord, puis un débat qui a eu lieu à l'Assemblée et où chacun a pu s'exprimer. Chaque sensibilité a pu s'exprimer sur ce texte. Et ce n'est qu'à la fin de la discussion que on utilise le 49.3 qui ensuite renvoie le texte donc au Sénat, et puis le Sénat débat de ce texte, puis ça revient à l'Assemblée nationale, puis ça repart au Sénat, puis ça arrive à l'Assemblée en lecture définitive. Donc le processus, quand je disais que parfois ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est que le processus législatif, il est long, et c'est pas juste un passage par l'Assemblée nationale qui fait qu'on adopte un projet de loi. Pour la loi Avia, c'est pareil. Enfin, il y a une procédure qui s'appelle la procédure accélérée, c'est-à-dire qu'en fait, on a une lecture dans chaque chambre, à l'Assemblée et au Sénat. Après, il y a une commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'on réunit des députés et des sénateurs pour essayer de se mettre d'accord. Et si jamais les députés et les sénateurs ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est les députés qui ont le dernier mot. Mais là, par exemple, la loi Avia, elle a été votée en lecture définitive, c'est-à-dire que le texte avait déjà été débattu à plusieurs reprises, et à l'Assemblée et au Sénat, avant d'être adopté définitivement. Donc, que tout le monde ne soit pas d'accord avec cette loi, c'est tout à fait légitime. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit d'exprimer. Mais encore une fois, on est sur la base de la majorité. C'est la majorité qui prend les décisions. Et moi, je conçois pas un monde dans lequel ce serait une minorité qui imposerait sa loi à la majorité. Et sauf à ce qu'on me propose un autre système pour délibérer qui soit plus efficient que celui-là, moi je défends cette démocratie représentative et cette règle du vote majoritaire qui permet de prendre des décisions. Et là j'en viens au troisième sujet que tu évoques, le sujet des dates d'élection et du décalage entre les élections avec d'éventuelles cohabitations. La cohabitation en réalité, elle n'est pas forcément synonyme de stabilité politique. On a un président d'une certaine famille politique, on a un gouvernement et une assemblée qui viennent d'une autre famille politique, et donc dans ces cas-là d'ailleurs qu'est-ce qui se passe? C'est que sous Chirac, quand c'était entre 97 et 2002, la gauche qui était aux responsabilités au gouvernement et à l'Assemblée, avec Lionel Jospin comme Premier ministre, eh bien, Jacques Chirac était le chef des armées, mais pour autant, c'était pas lui le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'était le Premier ministre. Et les décisions et les projets de loi qui étaient votés, c'était ceux portés par le Parti socialiste à l'époque. C'est à ce moment-là où on a fait les 35 heures et pas mal d'autres lois. Pareil, on peut ne pas être d'accord et avec le recul, même trouver que c'était pas forcément la bonne solution. Ça, c'est clair. Mais n'empêche que c'est pas parce qu'on a une cohabitation que ça se passe mieux, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mandat de présidentiel a été raccourci à 5 ans. Donc là aussi, il y a encore des débats aujourd'hui de savoir est-ce qu'il faudrait pas le remettre à 7 ans pour laisser plus de temps à un président de faire ses preuves, j'allais dire, et de mettre en place toutes ces réformes. Et on a voulu que l'Assemblée nationale corresponde justement aux réformes voulues par le président de la République. Moi, je trouve que c'est plus cohérent de le faire comme ça, quelle que soit la durée, hein. Ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, on peut en débattre, mais je trouve que c'est plus cohérent de faire comme ça parce que on parlait tout à l'heure de l'abstention qui est différente dans les élections. Aujourd'hui, il est clair que une des élections phares dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. C'est celle qui intéresse le plus les Français, c'est celle qui mobilise le plus, c'est celle dans laquelle on a bien une confrontation d'idées. Et donc, à partir du moment où une majorité de Français s'exprime pour dire nous, on veut que ce soit Emmanuel Macron, le président de la République, pour la durée entre 2017 et 2022. Et on soutient ces idées. Pour moi, c'est cohérent d'avoir une Assemblée nationale qui majoritairement corresponde aux idées du président pour les mettre en œuvre. Puisque les Français, par leur vote au présidentiel, ont témoigné d'une envie de
de voir ces idées mises en œuvre par le président. Mais le président, il fait pas les lois. C'est pas le président qui fait les lois. Les lois, elles sont élaborées par le gouvernement. Elles sont votées et amendées par le gouvernement et le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais c'est pas. On a besoin, pour être cohérent, d'avoir ce Parlement qui correspond, j'allais dire, aussi aux idées du président. Moi, quand j'ai été élu sous l'étiquette La République en marche. Et je pense que les personnes qui, dans ma circonscription, ont voté pour moi, c'est des personnes qui avaient voté aussi pour Emmanuel Macron quelques semaines avant. Et qu'en votant pour moi, elles souhaitaient donner à Emmanuel Macron la possibilité de mettre en œuvre son programme. Voilà. Donc, si tu décales de nouveau les présidentielles et les législatives, ça veut dire que pendant un certain temps, tu te retrouves avec la population qui a choisi directement un président et en même temps, 2 ans plus tard, elle va voter pour des députés qui ne correspondront plus au projet d'Emmanuel Macron. Par exemple, si on était dans cette situation, Emmanuel Macron est élu en 2017 et les citoyens sont appelés à voter pour leurs députés en 2019. Peut-être que le résultat aurait été différent, mais j'en reviens au temps long. On peut pas considérer que on va prendre une décision et que ça vaut simplement pour les 6 mois qui suivent. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que, encore une fois, et je le répète, mais le temps politique, c'est le temps long et que on n'élabore pas une loi en un claquement de doigts, qu'il faut un peu de cohérence. Et si on veut voir les résultats d'une politique, ça prend du temps. Tout ce qu'on a fait pour lutter contre le chômage, alors évidemment, tout ça est mis à mal à cause de la crise du Covid, mais le chômage était en train de baisser, l'apprentissage et l'alternance fonctionnaient de mieux en mieux sur le thème de l'emploi. Sur le logement, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus en difficulté avec cette crise, mais on a sorti des personnes de la rue pour les mettre à l'abri comme ça n'avait jamais été fait auparavant. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites, mais qui, encore une fois, nécessitent du temps. Et même la réforme des retraites, je ne sais pas si le président jugera qu'il faut la réinscrire à l'ordre du jour, ou si elle sera suspendue ou complètement mise de côté. Mais dans tous les cas, le 49.3 qui avait été prononcé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale ne veut pas dire la fin du débat. Pas du tout. Vraiment pas. Donc voilà, la concertation, elle se poursuit, les débats, ils se poursuivent, et tout ça prend du temps. Le vote, c'est sûr que c'est un truc nécessaire. Le système de vote actuel est très fortement critiqué par certains parce que l'élection à 2 tours n'est pas le meilleur moyen de décider du candidat. Par exemple, en 2002, il y avait une majorité de personnes qui ont voté à gauche, mais vu qu'il y avait beaucoup de multiplication de candidats, ça a divisé les votes. Et au final, quand même, on a eu un président à droite, donc Chirac, et le système de vote ne permet pas de faire ces nuances. Et il y a d'autres systèmes de vote. Donc, est-ce qu'un compromis, encore une fois, ce serait pas de changer le système de vote? Évidemment, ça pose des problèmes et d'autres questions comme le vote électronique, mais ce serait une question intéressante à poser. Alors, sur les modes de vote, vote papier ou vote électronique, en France, il y a des villes qui le font. On n'est pas massivement passé par le vote électronique parce que aujourd'hui, on est plus à même de garantir la sincérité. On utilise ce mot, la sincérité d'un vote par le contrôle qu'on fait des votes papier, et qu'il y a des risques, notamment de piratage par voie électronique. Et les logiciels ne sont pas libres de droit. Exactement. Et donc, il y a aussi des risques par vote papier, sauf que la différence est quand tu auras 18 ans, que tu pourras aller voter, mais tu dois certainement connaître déjà le fonctionnement d'un bureau de vote. Il y a des personnes qui sont là pour contrôler. Et dans chaque élection, chaque parti peut nommer des représentants qui sont là aussi pour vérifier que le scrutin se passe dans les règles. Et si jamais il y a des contestations, il y a un procès verbal qui est ensuite donné à la préfecture où on dit on a constaté, par exemple, un écart entre le nombre d'enveloppes dans l'urne et le nombre de signatures, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver, mais l'avantage du scrutin physique, c'est que tout ça est contrôlé et répertorié. Ensuite, plus globalement, et on en revient à ça, mais moi, le sujet de la délibération et de comment on vote, oui, c'est pas forcément la moitié quand on dit le président est élu à la majorité, il est élu à la majorité des voix exprimées. Il n'est pas élu à la majorité des citoyens, puisque tous les citoyens ne sont pas inscrits sur les listes, et puisque, en effet, tous les citoyens n'ont pas fait le déplacement pour voter. Pour autant, et moi j'entends qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec ça, mais dans ces cas-là, je leur dis, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à proposer qui, à votre sens, serait plus efficient que le vote et les votes qu'on a aujourd'hui? Et surtout, à partir du moment où vous avez une certaine idée du vote qui serait idéal pour vous, si vous voulez changer les règles, il y a une façon très simple dans notre pays, on change les règles notamment par l'élaboration de la loi. À partir du moment où il y a une majorité de gens qui pensent comme vous avez la possibilité, du coup, de faire ce changement. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est que on peut avoir une idée et ne pas être d'accord avec les idées qui sont mises en œuvre et les lois qui sont mises en œuvre par un gouvernement, par les députés, tout ça. Mais si on n'est pas d'accord, il suffit pas juste de dire on n'est pas d'accord pour que ça change. Il faut arriver à convaincre les autres de ce changement. Et c'est toute la difficulté aussi de la politique et de l'engagement politique. C'est que moi, j'ai été dans des situations où
en 2017, forcément, j'étais heureux du résultat puisque je défendais Emmanuel Macron. Et puis après, moi, je me suis présenté aux élections après lui. Mais j'ai fait des campagnes où mon parti, mon candidat, le candidat que je défendais, a perdu. Et bien dans ces cas-là, j'accepte le résultat. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne qui a été élue, mais je lui reconnais la légitimité du peuple. Parce que la légitimité du peuple en France, elle vient de l'élection. Et que si je suis pas d'accord avec cette personne, par exemple, moi en 2007, à l'époque, j'avais pas 17 ans, enfin j'avais 17 ans, enfin 16 ans même. Donc j'ai pas pu voter. Mais j'aurais pas voté pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été élu. Et donc en 2012, quand moi j'ai pu voter, j'ai fait campagne pour François Hollande à l'époque. Même si je dirais pas que je le regrette aujourd'hui, mais j'étais pas forcément satisfait du mandat précédent, mais ça c'est un autre sujet. Mais en 2012, à partir du moment où j'étais pas satisfait du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ben, je me suis engagé pour défendre un autre candidat, pour mettre en place un autre projet. Et ce candidat a gagné, c'était François Hollande. Bon ben voilà, ça veut dire que ceux qui étaient heureux en 2007 qui avaient voté Nicolas Sarkozy ne l'ont pas été en 2012 parce que c'est Hollande qui a gagné. Et donc ça va jamais forcément dans le même sens. Si on a des idées et qu'on estime qu'elles sont pas représentées, il faut aussi faire soi-même l'effort d'aller convaincre les autres que ces idées sont les meilleures et qu'elles doivent être adoptées par la majorité. Voilà. Donc on en revient au même sujet. Je vais finir avec une dernière question. Dans une autre interview, vous avez dit que vous ne croyez plus au clivage gauche-droite. Pourtant, les personnes se radicalisent de plus en plus. Par exemple, l'extrême gauche et l'extrême droite, il y a des gros chocs entre les deux. Il y a une radicalisation du discours où, par exemple, je pense par une partie de l'extrême gauche, ils chassent l'extrême droite et vice-versa. Et du coup, vous, comment vous interprétez cette situation? Je viens de la gauche, je viens du Parti socialiste. Historiquement, pour moi, la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Mais à mon sens, Emmanuel Macron, c'est lui le premier qui a dit il faut déplacer le clivage gauche-droite. Il avait raison parce que d'abord, ça correspondait à une aspiration de la population. Quand on a fait la grande marche, le porte-à-porte, quand Emmanuel Macron a lancé le mouvement En Marche en 2016, le premier sujet qui revenait, c'était le ras-le-bol des citoyens qu'on interrogeait sur la politique et le clivage gauche-droite. Parce que les citoyens ne se reconnaissaient pas dans ce clivage. Et puis un autre sujet, c'est que moi, pour avoir milité dans un parti comme le Parti socialiste, à l'époque où je défendais Dominique Strauss-Kahn, au sein du Parti socialiste, on me reprochait d'être de droite. Donc en fait, il y avait un clivage gauche-droite au sein même du Parti socialiste, où certains se permettaient de dire toi t'es de gauche parce que tu défends tel candidat, toi t'es de droite parce que tu défends tel autre. Et ces guéguerres internes, elles existaient dans tous les partis. À l'UMP, chez les Républicains maintenant, c'était la même chose. Il y avait ceux qui étaient plus intéressés pour faire des alliances avec le Front National. Il y avait ceux qui étaient des modérés, qui étaient plutôt pro-européens, plutôt centristes. Voilà. Et donc, à un moment donné, au sein des partis, les personnes ne sont même plus d'accord entre elles. Pour se rendre compte que ce clivage gauche-droite, en fait, il est obsolète, il faut voir comment s'est passé en 2016 ou 2017 l'élection pour le Parti socialiste. Il s'était engagé dans une primaire interne où il y avait Emmanuel Valls, il y avait François de Rugy, il y avait plusieurs candidats. Au final, chacun est parti parce que le socle idéologique, il n'était déjà plus le même. En fait, il y avait une coquille qui était la Belle Alliance populaire et le Parti socialiste, mais derrière, sur le fond, les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Donc le sujet, il n'est pas est-ce que c'est la gauche ou la droite? Moi, j'allais dire, et c'est le clivage auquel je me reconnais plus, c'est les progressistes et les conservateurs. Il y a au sein du Parti socialiste des progressistes et des conservateurs. Il y a au sein des Républicains des progressistes et des conservateurs. Eh bien, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de dire, moi, je rassemble les progressistes. Et donc, c'est pour ça que dans les députés qu'on est aujourd'hui, il y en a certains comme moi qui viennent de la gauche, historique, et il y en a certains qui viennent de la droite, historique. Mais on a tous dépassé ce clivage parce qu'on se retrouvait sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas de se dire, toi, t'es de gauche, toi, t'es de droite, mais quelles valeurs tu défends. Et encore une fois, je respecte ceux qui sont plus conservateurs. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas considérer que la gauche, ce serait uniquement les progressistes, que la droite, ce serait uniquement les conservateurs. Ça, ce serait caricaturer les choses. Et puis surtout, ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec En Marche, c'est ça. C'est faire un appel à tous les progressistes qui se retrouvaient dans les valeurs et dans le projet de la République En Marche. Et donc, aujourd'hui, on a au sein de la majorité la République En Marche, le MoDem, avec des partenaires que sont l'UDI et Agir, des personnes qui ont des sensibilités aussi un peu différentes, mais qui ne se positionnent plus dans le clivage gauche-droite. Et à mon sens, vraiment, ce clivage, il est vraiment derrière nous. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de politiques, pendant longtemps, ont passé plus de temps justement à se faire la guerre, à disant toi, t'es trop de droite, toi, t'es trop de gauche, t'es pas assez, t'es pas là, plutôt que de travailler vraiment sur les problèmes des Français et comment on améliore le quotidien de chacun. Et pour avoir vécu
presque 10 ans au sein du Parti socialiste, je pense que le Parti socialiste a été victime de ça. Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti socialiste en 2017, lui-même a monté son propre mouvement. Voilà, au final, le Parti socialiste n'est plus ce qu'il était dans les années 80 sous Mitterrand. Enfin, ça n'a plus rien à voir, et donc tout ça est dépassé. Pourtant, enfin, ces derniers temps, dans les médias, on entend parler quand même qu'il va y avoir peut-être une scission entre l'aile gauche et l'aile droite d'En Marche. On en a entendu pourtant parler. Il y a beaucoup de députés de La République En Marche qui sont partis. Oui, il y a probablement un 9e groupe qui va se créer à l'Assemblée nationale et qui comptera notamment des députés, initialement La République En Marche. Mais c'est des personnes il y a des personnes de sensibilité de gauche, comme moi initialement, qui sont dans le mouvement La République En Marche, qui restent dans ce groupe, et d'autres personnes qui font le choix de partir. Mais c'est pas une scission gauche-droite. Et ceux qui veulent recréer, ceux qui estiment que c'est trop à gauche, c'est trop à droite, pour moi, ces personnes font une erreur, en fait, dans leur jugement. L'avenir nous dira comment les choses évoluent, mais moi, c'est pas comme ça que je veux me positionner, et c'est pas comme ça que je conçois mon travail et la priorité, voilà. Plutôt que de me battre sur, encore une fois, hein, on est dans une guéguerre de qui est plus à gauche que l'autre, et on distribue des bons points aux uns et aux autres. Moi, je pense que la période, elle est assez grave pour que on se retrousse tous les manches et que on se dise, et moi ma seule boussole c'est est-ce que la vie des Français sera meilleure en 2022 qu'elle ne l'était en 2017? D'une part, je l'espère, je fais tout pour, et on fait tout pour avec le président et cette majorité à l'Assemblée nationale. Et le fait que certains quittent le groupe, il y en a déjà qui ont quitté le groupe depuis le début du mandat, c'est leur liberté. Moi, je préfère qu'ils restent au sein de notre groupe, mais chaque député est libre d'appartenir ou non à tel ou tel groupe. Donc voilà. Mais ça n'enlèvera pas le fait que même si éventuellement on perdra la majorité absolue, les députés de La République En Marche resteront majoritaires. Et encore une fois, quand on parle de la majorité, c'est aussi le MoDem avec qui on a été élu. Bref, on travaille. C'est aussi un travail d'équipe, et c'est pas que La République En Marche toute seule de son côté. Voilà. J'espère que ce premier essai d'émission vous a plu. Le meilleur et seul moyen pour soutenir la chaîne est de la partager au plus grand nombre. Je tiens également à remercier Michael Nogal d'avoir participé à cette discussion. Même si on n'est pas d'accord tout le temps, cette discussion a été intéressante et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir écouté À Voter, le premier podcast politique qui va vous lancer dans des projets fous.